Cette semaine, les marchés ont vécu un mix improbable entre un sketch de Jérémy Ferrari et une réunion de comptables dépressifs, des droits de douane déclarés illégaux mais toujours appliqués, un Powell attendu comme le Messie le 17 septembre et qui a intérêt à ne pas décevoir parce que si les marchés tiennent, c'est uniquement et seulement à cause de ça, des déficits publics qui gonflent partout et dans tous les sens, des chiffres de l'emploi qui ressemblent à une photocopie floue de 2008 et on n'ose pas encore parler de récession et de stagflation, mais on sait que ça va venir, et la France qui nous rejoue un petit air de crise de la dette made in 2011. Pendant ce temps, la Chine défile avec ses copains autoritaires, Google prend une claque à Bruxelles et Trump menace l'Europe dans la foulée, et si ça se trouve, il va aligner les droits de douane européens sur ceux de la Suisse, à moins que Parmelin nous fasse un miracle à Washington ce week-end. Bref, si vous pensiez que la rentrée allait être calme, eh ben c'est raté. Et bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet, et nous sommes déjà le 6 septembre. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Le week-end dernier, la justice américaine a tranché, les droits de douane que Trump a imposés sont illégaux. Mais attention, dans la logique américaine, illégal veut dire on en reparle dans 6 semaines. Du coup, les taxes restent en place jusqu'au 14 octobre. Trump fonce à la Cour suprême en mode cow-boy sûr de son coup puisqu'il a déjà blindé la majorité conservatrice à la Cour suprême. Résultat, les entreprises ne savent plus comment fixer leurs prix, ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Les marchés ne savent plus si c'est bullish ou si c'est bearish. Et le consommateur, lui, il continue de payer son grille-pain 20% plus cher. L'Amérique a inventé un nouveau concept, l'illégalité légale. Mais les marchés n'ont pas vraiment bronché sur le sujet, on verra ces prochaines semaines et on verra le verdict de la Cour suprême, mais si elle ne donne pas raison à Trump, ça risque de swinger. Tout Wall Street ne vit plus que pour une date, le 17 septembre, Powell doit couper les taux, point barre. 90% des traders price déjà une baisse, certains rêvent même d'un coup de hache de 50 points de base. Il y a certains sondages qui donnent déjà 100% de chances de voir une baisse des taux. On n'est plus dans la macroéconomie, on est dans l'attente d'un accouchement. Et si Powell déçoit, le marché pourrait faire une crise de nerfs pire qu'un enfant privé de dessert. Aujourd'hui, la Fed, c'est plus une banque centrale, c'est un Père Noël schizophrène qui doit distribuer des cadeaux à des gamins ingrats qui le méritent pas forcément. Et surtout, le pire, c'est que toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues cette semaine ont été repoussées du revers de la main en disant « On s'en fout, on va baisser les taux !» Autant vous dire qu'on compte les heures jusqu'au 17 et perso, je me demande surtout de quoi on va parler et ce qu'on va faire après le 17 septembre, après cette fameuse nouvelle. Ensuite, on a les rendements obligataires qui s'envolent. Le 10 ans américain à 4,30 en début de semaine, le 30 ans à près de 5%, la France à 3,60, l'Italie encore au-dessus. Pourquoi ? Eh bien parce que plus personne n'a envie de financer des États qui dépensent comme si la dette c'était un monopoly. La Chine, elle, allège ses positions en trésorerie. Le Japon doit tenter de sauver son yen. L'Europe, elle se bat contre ses propres problèmes budgétaires. Résultat, il faut payer plus cher pour emprunter. Traduction, on paye plus cher pour prêter à des États toujours plus obèses. Si c'était une start-up, on appellerait ça un modèle non viable. Mais là, c'est des gouvernements et c'est la planète entière. Et c'était donc le stress de ce début de semaine. On s'est fait très peur, mais on a rapidement oublié l'histoire parce que Powell allait ou va baisser les taux. Mais le problème dans tout ça, c'est que ça ne va pas régler le problème des déficits. Et aujourd'hui, les gouvernements et les banques centrales préfèrent avoir de l'or dans leur caisse plutôt que des bons du trésor américain ou français. Reste donc à voir qui va prêter de l'argent au gouvernement et à combien, à quel taux. On va donc reparler du sujet quand on aura oublié le sujet de la Fed, probablement. Les chiffres de l'emploi sont sortis la semaine dernière et c'était dégueulasse. L'ADP, 54 000 jobs créés au lieu de 75 000. NFP, c'était encore pire. Normalement, c'est le genre de chiffre qui fout la panique sur les marchés boursiers, mais cette fois, Wall Street a levé un verre de champagne parce que mauvais chiffre égale Powell obligé de baisser les taux. On est tellement prévisible. Donc les NFP étaient merdiques, il n'y a pas d'autre mot. Seulement 22 000 jobs créés contre 75 000 attendus. Le chômage grimpe à 4,3%. En clair, l'économie américaine a le Covid long, c'est officiel. Et c'est surtout les révisions qui font peur. En juillet, on avait encore 79 000 créations d'emplois, révisées légèrement à la hausse de 3 000. Mais en juin, c'est désormais officiellement un mois pourri avec un net recul de 13 000 emplois. C'est juste la 3e fois qu'ils modifient le chiffre de juin. Je sais pas ce qu'ils prennent comme drogue au BLS, mais ça doit être très fort. Bref,
La tendance est claire, l'emploi américain est en train de s'essouffler. Et pendant ce temps-là, Wall Street exulte parce que qui dit emploi pourri dit Powell obligé de baisser les taux le 17 septembre. Les futures price 100% de chance, je vous l'ai dit, d'une baisse de taux et même 12% de chance d'un geste plus gros que 25 basis points. C'est officiel, les mauvaises nouvelles enchaînent sur des baisses de taux, youpi! Hier, c'était le premier rapport depuis que Trump a viré la patronne du BLS, jugée trop négative. À sa place, on a mis un fidèle de Trump, comme ça, on nous a donné des chiffres qui sont l'équivalent d'un flingue pointé sur la tête de Powell, parce qu'il a vraiment plus d'autre choix que de baisser les taux. L'inflation, on verra plus tard. Les salaires, eux, grimpent de 0,3% sur le mois, un peu moins que prévu sur un an, mais rien de suffisant pour calmer la grogne des ménages qui voient les prix grimper doucement, mais sûrement, notamment à cause des tarifs douaniers illégaux made in Trump. Conclusion, le marché du travail est en train de caler, comme un avion qui n'arrive pas à décoller en bout de piste. On n'est pas encore en récession officielle, mais les signaux commencent à clignoter. Et pendant ce temps-là, les marchés boursiers font comme si de rien n'était, parce qu'une économie qui va mal, c'est devenu bullish. On en a un point où la logique est inversée, moins l'économie va bien, plus les indices battent des records. Le S&P 500 a tout de même tapé un nouveau record historique cette semaine, alors que les chiffres économiques commencent à nous pousser à parler de récession ou de stagflation. C'est tout simplement inouï. Et puis alors la France est au bord de la crise de nerfs ou au bord de la crise de la dette. François Bayrou va passer son vote de confiance lundi et il va se faire virer. Là aussi, c'est à peu près autant probable que la baisse des taux. Le déficit file vers les 6% du PIB, la dette grimpe en direction des 115% et les taux français dépassent déjà ceux du Portugal. On est de retour dans les années 2011-2009 et dans les coulisses, ça commence à murmurer downgrade de la dette. Certains évoquent déjà le FMI comme plan B. Imaginez la chaîne, hein. On pourrait avoir à terme peut-être même une Christine Lagarde qui reviendrait sauver la France comme elle avait sauvé la Grèce à l'époque. Le CAC 40, lui, regarde ça avec un rictus nerveux. Si la France craque, ce n'est pas juste Paris qui trinque, c'est toute l'Europe. On se disait qu'on verrait pas une nouvelle crise souveraine de sitôt. Bah, peut-être qu'on s'est gouré. Sans compter que jeudi, toute la France sera bloquée et qu'on voit de moins en moins comment le pays va s'en sortir. Faire des économies, c'est hors de question pour les Français et la classe politique sont tous des tocards à droite comme à gauche comme au centre. Cette semaine, le Télégraphe estimait même que la France pourrait être le déclencheur d'une crise économique mondiale, d'une crise de la dette mondiale. On en reparle lundi soir aux 20h de TF1. Et puis Google s'est pris une amende de 3,45 milliards en Europe et Trump est pas content, il s'énerve tout de suite, Bruxelles a encore frappé. Google est condamné à 3,45 milliards d'euros d'amende pour abus de position dominante dans la publicité. What a surprise! Alphabet, qui aujourd'hui vaut 2800 milliards de capitalisation boursière et qui a 110 milliards de cash en banque, peut largement payer l'amende, même en pièce jaune si c'est nécessaire. C'est pas vraiment un problème pour Google qui vient de vivre la meilleure semaine de sa vie depuis qu'on leur a autorisé à garder Chrome. Mais le vrai show dans tout ça, c'est Donald Trump. Il hurle déjà la discrimination, il accuse l'Europe de racket anti-américain. On n'est pas encore au racisme, mais déjà au racket, et menace de répliquer avec devinez quoi? Oui! De nouveaux droits de douane spécifiques! Oui, les mêmes qui viennent juste d'être déclarés illégaux aux USA. Les Européens qui avaient déjà réussi à signer un deal pas trop pourri viennent juste de réveiller le président américain qui va se faire un plaisir de tout remettre en question. Trump va même plus loin, puisqu'il estime même que la dernière sanction européenne contre Apple, qui est de 17 milliards à l'époque, quand même, est injuste et que l'Europe devrait rendre l'argent. Alors non seulement Trump remet en question la souveraineté européenne, mais en plus, il menace de faire un hold-up. Moi, je croyais que le débarquement, c'était en juin pourtant. Du côté suisse, cette semaine, la Suisse a joué sa partition économique sans trop de fausses notes, mais pas non plus avec un solo de guitare absolument extraordinaire. Le PMI s'est offert une petite remontée, preuve que nos directeurs d'achat voient peut-être un peu plus de lumière au bout du tunnel, malgré la gueule de bois des droits de douane américains. Les PME, elles aussi, ont retrouvé un poil le moral, comme si la rentrée leur donnait l'impression que tout était encore possible. Côté consommation, le commerce de détail progresse de 1% sur un an en juillet, pas de quoi s'acheter une Tesla en plus, mais assez pour dire que les ménages ne sont pas totalement tétanisés. L'inflation, elle, reste sous contrôle avec un minuscule 0,2% de hausse en août et la petite ombre au tableau, c'est le chômage qui passe de 2,7% à 2,8%. Rien de dramatique, mais assez pour rappeler qu'ici aussi, tout n'est pas parfait. Bref, la Suisse continue de flotter tranquillement dans sa bulle avec une économie qui avance en mode
pédalo sans stress. Vendredi soir, Guy Parmelin a annulé au pied levé son intervention sur la journée de l'économie pour filer aux USA en mode guerre des gangs diplomatiques. Officiellement, c'est pour discuter à haut niveau, sans plus de détails Officiellement, c'est pour discuter à haut niveau de la célèbre valse des droits de douane imposée par Trump. Sur place, il se serait entretenu avec les pontes du commerce, du trésor et des affaires étrangères américaines et il en serait sorti avec des retours constructifs sur une offre optimisée suisse pour apaiser les tensions. Bref, un vrai sprint diplomatique à la sauce Parmelin, départ improvisé, discussion sérieuse mais discret sur les détails, comme un message codé envoyé en direct depuis Washington. On en retiendra donc deux choses. Visiblement, la présidente de la Confédération n'est plus la personne de contact privilégiée dans cette affaire, et on espère juste que Parmelin ne va pas revenir avec des droits de douane à 60%, parce qu'il n'a pas compris la différence entre 60 et 16. Voilà, la semaine des droits de douane illégaux, mais toujours actifs, un Powell transformé en Père Noël de septembre avec des déficits qui explosent, des emplois qui s'effondrent mais qui excitent Wall Street, la France au bord de la crise souveraine et de la crise de nerfs pendant que Macron joue avec des cartes Pokémon, Google qui se fait plumer par Bruxelles pendant que Trump menace de déclarer la guerre commerciale à l'Europe, une Chine en mode parade militaire et des marchés qui continuent de s'envoyer en l'air comme si la gravité n'existait plus, et tant qu'il y a de l'espoir de voir baisser les taux. Moralité, on vit dans un monde où les mauvaises nouvelles font monter les marchés, où les États s'endettent comme des ados avec la carte de crédit de papa et où Trump menace tout le monde, sauf son coiffeur. Du côté des performances de la semaine, alors vous voyez que l'or continue de monter, je vous le disais, il y a de plus en plus d'achats d'or et de stockage d'or dans les banques et dans les gouvernements, dans les banques centrales et les gouvernements, donc on a quand même l'or qui est en hausse de quasiment 4% sur la semaine, l'argent qui suit le mouvement, le bitcoin qui prend 1,73%, le SOX qui reprend 1,63%, merci à Broadcom, le SMI qui termine en folie avec un 1,5% de hausse, qui est quand même assez exceptionnel, c'est le premier indice du continent européen en termes de performance cette semaine. Le Hang Seng qui est juste derrière, le Nasdaq termine en hausse de 1,14, le S&P 500 de 0,33 et il a tapé des niveaux records ces derniers jours. Le Dow Jones est légèrement en baisse, le CAC perd 0,4%, le DAX souffre pas mal, on sent que c'est difficile pour les Allemands de trouver encore de l'énergie à ces niveaux-là, moins 1,28%, et le pétrole qui perd 3,34% parce que ce week-end, l'OPEP plus se réunit et on parle qu'il pourrait éventuellement ouvrir les vannes pour arroser le marché et donc faire baisser le prix du baril. Je vous le disais hier, Goldman Sachs s'attend à avoir un baril à $50 d'ici un an. Du côté du SMI, vous voyez, alors ça c'est assez exceptionnel. Roche prend 5,34% sur la semaine, c'est l'euphorie totale. Rebond de la compagnie financière Richemont, le Logitech s'en sort pas trop mal, Novartis va bien aussi, et Nestlé, malgré ses problèmes, finit par terminer inchangé, donc on s'en sort pas mal. Swiss Life était un peu sous pression à cause de ses résultats, et Partners Group qui a publié des bons chiffres, on en reparlera, baissait quand même de 2,69%. Du côté des graphiques, le SMI pour commencer. Alors vous voyez notre canal latéral qu'on avait, je vous en parlais, on était sorti à 2 semaines et demie, 3 semaines, revenu tester le canal sur la moyenne mobile des 200 jours et on est reparti à la hausse. Comme quoi, des fois, l'analyse technique, ça marche quand même relativement bien. Vous voyez qu'on est en train d'aller chercher cette résistance tout en haut, donc les points hauts qu'on avait fait sur le SMI en date du 20 mai. Donc là, on est en train de rechercher les hauts de mai. Donc attention, on voit encore, si on regarde les indicateurs, qu'il y a encore de la dynamique là derrière. Donc si on regarde par là, on peut se dire qu'il y a encore peut-être la possibilité d'aller casser. Et si ça casse ces résistances au niveau des 12 000, 12 440, eh bien à ce moment-là, le SMI va s'ouvrir la porte pour aller chercher les plus hauts historiques. Et quand on voit le niveau de certaines grosses valeurs, on se dit que tout est possible, surtout si les Américains viennent baisser les taux. Le S&P 500, donc je vous le disais, a fait un plus haut historique jeudi après les chiffres de l'ADP et puis on a été retesté des niveaux intraday au plus haut de tous les temps durant la séance de vendredi après les chiffres des NFP. Donc on fait un plus haut affiché à 6532,60. On termine la semaine en closing à 6479,50. Tout le monde regarde les 6400 comme support technique et psychologique relativement important, mais je dirais que le relativement important sera à 6357, c'est de tenir ou pas cette moyenne mobile des 50 jours qui a déjà été testée une fois et 2 fois ces derniers temps sur le S&P 500. Donc pour là, on est toujours bien disposé dans notre tendance haussière et je vous le dis, de toute façon, avant l'annonce des taux le 17 septembre, il est peu probable qu'on ait des mouvements brutaux à la baisse sur le S&P 500 puisque
toute mauvaise nouvelle est considérée comme une confirmation comme quoi Powell baissera les taux. Le Nasdaq, même configuration, là aussi, moyenne mobile des 50 jours à surveiller. Pour l'instant, elle fait office de, on va dire, de gros support. On voit très bien qu'à chaque fois qu'on revient sur ces niveaux-là, eh bien, ça repart à la hausse. En fin de semaine, on était bien content de voir Broadcom qui nous tirait l'indice à la hausse. Comme on le voit d'ailleurs sur le Semiconductor Index qui a bien fini sa semaine. Là aussi, vous voyez, ce canal latéral dans lequel on est depuis un moment. Bon, on est revenu chercher les bas en début de semaine à 5480 et puis on repart de nouveau, on finit quand même la semaine à 5000, quasiment 5800 sur le SOX, mais il va falloir qu'on ait cassé on va dire les 6000 vraiment pour commencer à dire il y a un truc qui est en train de se passer de fondamental. Mais rappelez-vous que Trump veut augmenter les taxes sur les semi-conducteurs, que les Chinois arrivent à l'assaut pour se défendre, donc c'est pas encore complètement gagné, mais ce sera un niveau clé. Si on arrive à aller au plus haut tous les temps sur le SOX, ça voudra peut-être dire que le rallye va encore continuer un bon moment. Le DAX, vous le voyez, on avait cette espèce de support qui a été testé et on termine juste en dessous. C'est pas très très rassurant. C'est plutôt rassurant de voir quand même que les indicateurs techniques sont plutôt bas, mais là on a de la peine à retrouver la vigueur qu'on avait ces derniers temps sur le DAX. On fait une espèce de consolidation à haute altitude, mais attention, si on commence à venir casser les niveaux de cette espèce de droite qu'on avait tiré là, ce qu'on est en train de faire, si ça perdure en dessous des 23 700, eh bien, on va avoir des problèmes parce que ça risque d'accélérer encore. Et avec l'arrivée du vote de confiance de la part du gouvernement français, eh bien, ça risque de faire mal potentiellement au DAX également. Le CAC 40, voilà, donc le CAC 40, ça donne tout à fait l'impression de là où on est. Alors, la bonne nouvelle là aussi, c'est qu'on voit que les indicateurs techniques sont relativement bas, mais par contre, avec ce qui va nous tomber dessus, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Alors techniquement, on a cassé la moyenne mobile des 200 jours, la verte là. On est en train de se retrouver vraiment pendu au bord du gouffre et les annonces de lundi devrait en tout cas renvoyer le CAC en direction des 7500 dans le meilleur des cas. Il faudrait pas qu'on casse les 7500, sinon vous voyez qu'on a encore de la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit tout le temps. Prochain gap à combler à 7331, et puis après on pourrait même aller chercher un peu plus loin, et en disant qu'on peut aller au-dessous des 7000 si ça se passe mal. A priori, François Bayrou va se faire virer, il n'y a aucun parti qui a l'intention de le soutenir, a priori, sauf le centre, qui sont les éternels serpents qui tournent dans tous les rangs. Oui, nous, on est d'accord avec tout le monde, tant qu'on nous laisse gouverner, on est d'accord. Quand vous avez vu encore Monsieur Wauquiez à la télé, qui est pathétique, on dirait une fouine qui vient essayer de se glisser à l'endroit où il veut, où il peut essayer de récupérer un minimum de pouvoir. Donc en gros, Bayrou devrait se faire virer. Après, il faudra voir ce que ça aura comme conséquence sur le niveau des taux français et sur le niveau des autres pays, des autres dettes, parce que quand ça va commencer à tourner vinaigre sur le côté français, eh bien les autres vont aller les marchés vont aller chercher les autres problèmes ailleurs. On a déjà vu que les hedge funds avaient commencé à attaquer les banques, entre autres, mais on risque d'aller attaquer d'autres pays qui pourraient être en difficulté sur leurs dettes à moyen ou court terme. Donc attention, les aftershocks qui pourraient suivre le licenciement sec de Monsieur François Bayrou. Le pétrole, donc vous le voyez, est au fond du bac. Là, on termine la semaine à 61,87 sur le WTI. Donc je vous l'ai dit, le PEP plus se réunit cette semaine et ça pourrait faire mal. Ce week-end. Et si vraiment ça casse les 61 maintenant, on va s'ouvrir la fenêtre, la porte pour aller chercher en dessous des 60 et attention au retour en direction des 55 $ sur le brut ces prochains temps. On peut aussi être un petit peu complotiste dans l'histoire en se disant que ça arrange bien Trump que le dollar commence à s'affaiblir parce que ce sera le seul moyen qu'il aura d'essayer de faire bouger Monsieur Poutine. Le graphique qui se passe de commentaires, c'est l'or. Voilà, on est au plus haut de tous les temps, c'est fait. On a tout cassé cette résistance qu'on avait autour des 3450, 3500. On s'établit à 3576. Alors attention, on est complètement suracheté sur l'or. Mais de nouveau, par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau des dettes et au niveau des endettements des pays européens, entre autres, eh bien, ça risque de continuer à offrir un gros soutien au métal jaune. Avant d'attaquer les vedettes de la semaine, il faut tout de même noter que vendredi, la bourse suisse a fait son grand ménage de rentrée dans les indices. Sonova sort du SMI qui repasse de 21 à 20 titres. Dans le SLI, Adecco et SIG se font dégager, remplacés seulement par Galderma pour ramener l'indice à 30 valeurs. Et l'UBS se voit désormais plafonné, comme Nestlé, Novartis et Roche, histoire d'éviter une
surpondération à l'intérieur de l'indice. Et pour terminer, dans le SMI M, on vire AMS Osram, BKW, Tecan et Galenica et on accueille Sonova qui se fait recycler ainsi que Swissquote, Acceleron et Sunrise. Bref, le grand jeu des chaises musicales dans les indices suisses, mais sans la musique. Maintenant, dans les vedettes de la semaine, on commence tout de suite, bien évidemment, avec Nestlé. Alors, je vais essayer de rester prudent et prude afin de ne pas fâcher les algorithmes. Et l'histoire, vous la connaissez. Et chez Nestlé, cette semaine, ça ressemblait plus à une série Netflix qu'à autre chose. Et là, je ne plaisante même plus. Le patron, le CEO, Laurent Frex, a été viré avec perte et fracas, manu militari, officiellement, pour n'avoir pas déclaré de relation avec une subordonnée. Officieusement, selon certains journaux, parce qu'il avait réussi l'exploit de tromper sa maîtresse avec une autre collègue. Et résultat, carton rouge direct et sans parachute doré après 40 ans de maison. Il repart avec un badge désactivé et un merci, au revoir. La multinationale a donc dégainé un plan B. Philippe Navratil, vétéran maison depuis 24 ans et patron de Nespresso, prend le fauteuil de CEO. C'est un type solide avec la mission impossible de recoller les morceaux d'une image déjà bien cabossée. What else? Parce que derrière le soap opera, il y a surtout un gros malaise business. Les ventes stagnent, les dettes gonflent, les investisseurs s'impatientent. Nestlé, qui a déjà l'air d'un supermarché mondial, doit maigrir, couper dans ses marques, réduire ses coûts et redevenir sexy pour la bourse. En résumé, c'est une histoire de cœur qui finit en licenciement, un nouveau capitaine parachuté à la barre et des marchés qui attendent plus qu'un changement de casting. Nestlé a intérêt à vite transformer son drama en comeback story. L'un dans l'autre, le titre s'est plutôt bien sorti quand même de cette telenovela. Voilà, on va pas s'attarder des heures sur le graphique. Vous voyez qu'on a de toute façon un niveau de support qui date de l'époque du mois de décembre 2024 dans la zone des 73,33 qu'on a parfaitement tenu lors de l'annonce du licenciement de Monsieur Frex. On avait déjà fait une hésitation il y a quelques temps, mais on a réussi à se réétablir en dessus. J'ai envie de dire que pour l'instant, les gens sont en train de se dire on va peut-être donner la chance au nouveau pour voir s'il y a quelque chose qui va se transformer et redémarrer. Et chez Nestlé, donc, on va dire coup de sac sentimental qui finalement risque de déboucher sur quelque chose de relativement positif et un petit peu plus optimiste chez Nestlé. Et Swiss Life a sorti ses chiffres semestriels, bénéfice net en recul de 5% à 602 millions à cause d'impôts plus lourds, mais un opérationnel ajusté en hausse de 3% à 903 millions. Les primes brutes grimpent de 5% à 12,1 milliards, la gestion d'actifs attire 13 milliards d'argent frais et les objectifs 2027 restent dans le viseur avec un rendement des fonds propres de 17,6%. Bref, c'est relativement solide, mais pas spectaculaire. Le marché s'attendait à mieux sur les commissions surtout. Vous voyez que sur l'annonce des chiffres, on a baissé, puis rebondi. Ce qui est assez intéressant à constater, c'est que vous voyez que le SMI va bien depuis quelques temps, mais vous avez quand même Swiss Life qui depuis une semaine et demie déjà est en baisse. Et tout d'un coup, sur l'annonce, on va chercher des plus bas qui reviennent plus ou moins sur les niveaux de l'été. Et puis, direct derrière, on rebondit. Alors, on finit la semaine un peu en autre boudin à 834 francs suisses. Mais j'ai un peu l'impression que par rapport à des chiffres qu'on a qualifiés comme de décevants dans le marché, il y avait des gens qui avaient l'air quand même pas mal au courant que les chiffres pourraient être décevant. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Partners Group a fait sensation avec ses résultats semestriels. Le spécialiste du private equity a publié des chiffres costauds, surtout grâce à des commissions de performance bien plus élevées qu'attendues, ce qui a clairement dopé l'optimisme des analystes. Les analystes ont d'ailleurs applaudi. Chez Alpha Trading, on insiste sur une décote de 10% par rapport au pair, ce qui a fait quand même une sacrée opportunité d'achat dans le secteur. La ZKB note que les parts de commission de performance devraient peser entre 25 et 40% des recettes cette année, alors qu'on attendait ce niveau-là que pour 2026. Résultat, surpondération confirmée et le titre se retrouve même dans le top 5 des grandes capitalisations à détenir absolument. Le fonds de Tobel, de son côté, relève ses prévisions de bénéfices nets et salue un environnement plus favorable pour les transactions. En clair, Partners Group coche toutes les cases, momentum positif, valorisation attractive, visibilité accrue, mais ça ne fonctionne pas vraiment du côté boursier. Même si le titre s'est excité le jour des publications, c'était un gros dégonflage derrière. Vous voyez, alors ce grand candlestick qu'on a ici, eh bien c'est la publication des résultats. On voyait qu'on a été enchanté, on est monté à 1158, on s'est dégonflé, retour tout en bas.
Alors je pense qu'effectivement quand vous entendez les commentaires dithyrambiques des analystes, on est à des niveaux où c'est plutôt intéressant d'essayer de se repositionner sur Partners Group qui a l'air de faire un fond, et quand on lit les commentaires, franchement, c'est difficile à comprendre. Donc si vous avez envie de vous positionner sur un truc un peu défensif et qui a une décote en termes de valorisation, eh bien peut-être qu'à ces niveaux-là, c'est relativement intéressant. Comme je le disais, il y a beaucoup de visibilité quand même. Chez Novartis, la semaine a été rythmée par une avalanche de deals. D'abord avec la biotech chinoise Argo Biopharma, un accord à 5,2 milliards potentiel, donc 160 millions cash immédiatement pour développer de nouveaux traitements cardiovasculaires basés sur le siRNA. Ensuite, avec Arrowhead Pharmaceutica, 200 millions sur la table jusqu'à 2 milliards en bonus pour un traitement innovant visant la maladie de Parkinson en ciblant l'alpha-synucléine. Deux gros coups pour sécuriser l'avenir dans la cardio et la neuro. Et comme si ça ne suffisait pas, Novartis muscle aussi sa présence aux States avec un plan d'investissement de 23 milliards pour renforcer sa production locale et se prémunir bien sûr contre les menaces de surtaxe made in Trump. En clair, cette semaine, Novartis a sorti le carnet de chèques, investi dans la science de demain et blindé ses arrières face aux risques politiques. Résultat, un groupe qui veut prouver qu'il ne subit pas, mais qui accélère. Donc du coup, vous voyez là aussi un canal latéral cassé. On a fait un retest ces derniers temps et puis finalement, eh bien Novartis repart de plus belle. Vous voyez ce retest ici. Et donc on est au plus haut de tous les temps à 103,98 en fin de semaine sur Novartis. Tout va bien du côté de Bâle et ça va également très très bien du côté de Roche. Oui, puisque chez Roche, pas de scandale croustillant cette semaine, mais du lourd en coulisses. On a vu que le groupe a confirmé son plan d'investissement de 50 milliards aux États-Unis sur 5 ans, avec plus de 12 000 emplois créés pour bétonner sa production et se protéger de la guerre des tarifs. Et en parallèle, Roche avance ses pions dans la bataille de l'obésité avec un deal à 5,3 milliards de dollars avec Zealand Pharma pour développer un traitement injectable hebdomadaire, histoire d'aller marcher sur les plates-bandes de Novo Nordisk et Eli Lilly. Bref, pas de bruit médiatique cette semaine, mais une stratégie claire, sécuriser son usine à cash et miser sur les thérapies stars de demain. Et ça se ressent sur le titre qui vient de vivre une très très belle semaine. Ça faisait bien longtemps que c'était plus arrivé. Vous voyez, impressionnant, puisqu'entre le 14 août où Roche se traînait à 245 francs, et on clôture la semaine à 275 francs sur le bon Roche. Donc vous voyez qu'on a 30 balles de rebond en l'espace de quelques jours. C'est spectaculaire. Alors là aussi, attention, parce qu'on a une résistance qui se pointe au niveau des 200... Allez, c'était un point haut qu'on a fait ici. À 274,40. Donc on est juste en dessous de cette résistance qu'on doit aller chercher maintenant. On l'a cassé intraday vendredi, mais on est revenu juste en dessous. Là on pinaille, hein. Mais est-ce qu'on prend de nouveau un peu ou est-ce qu'on reprend simplement notre souffle ici pour repartir sur le mouvement suivant? Si c'est le cas, oublions pas qu'il y a un gap ici et que ça pourrait être spectaculaire ces prochains temps pour peu qu'il nous sorte une ou deux bonnes nouvelles et pour peu que Jérôme Powell, il baisse les taux. Voici maintenant ce qui s'est passé cette semaine sur ceux dont on parle moins, et c'est le en vrac de la semaine avec VAT Group. Goldman Sachs passe à l'achat avec une année compliquée et jugeant que le timing est bon pour revenir sur le titre. ABB qui crée une joint venture avec Wallenius Marine en Suède pour gérer les flottes maritimes avec leurs solutions numériques. Swiss Medical Network, qu'on appelle aussi Avis Victoria, revenu en force hausse grâce à l'intégration réussie de nouveaux hôpitaux. Burkhalter, résultat en progrès, la demande reste forte, direction optimiste pour la suite de l'année. Implenia, nouveau contrat en Allemagne pour plus de 200 millions d'euros. Scan, changement de CEO prévu en 2026 après 8 ans de direction. Ipsomed, feu vert de la FDA pour son appli Smart Pilot. Advaltech creuse ses pertes au premier semestre. DKSH rachète Aston Chemical au UK et en Pologne, cosmétiques et chimie d'ailleurs. Dormakaba, chiffre d'affaires en croissance, bénéfice net doublé. LLB, la banque de Liechtenstein, quitte les Émirats et transfère ses clients chez Rothschild. Remond d'énergie, bénéfice net en baisse mais opérationnel en hausse, performance stable attendue pour l'année. Alcon rachète Lumitera, spécialisé dans la dégénérescence maculaire. Fondamenta Real Estate, bénéfice net plus que doublé après 6 mois. Helvetia, bénéfice en forte hausse. Fusion avec Baloise confirmée pour la fin de l'année. uBlocks, feu vert pour examiner d'autres offres publiques d'achat en concurrence avec celle d'Advent. SGS lance une émission obligataire d'1 milliard d'euros. Kuehne+Nagel, partenariat avec Sysmex pour ouvrir un centre de distribution en Europe.
BKW investit 120 millions pour moderniser la centrale hydroélectrique de Mühlberg. Forbo, nouveau CEO recruté chez Hilti. Interroll rachète une start-up néerlandaise et voit sa reco relevée par ZKB. Kouros Bioscience, démission d'un administrateur. RNS double sa capacité de production pour transformateurs en Pologne. Zurich Assurance note A2 confirmée par Moody's, perspective stable. Curatis étend un accord de distribution avec Phoenix Lab. Idorsia lance un projet avec Stanford et Duke sur l'hypertension. Et Temenos, le CEO, claque la porte après à peine un an et l'action se pète la figure. La semaine qui arrive va être extrêmement tendue. D'abord, la Fed, le 17 septembre, c'est la semaine prochaine, la semaine d'après, quoi. Mais la Fed va continuer à servir de joker sur les mauvaises nouvelles. Après le rapport de l'emploi catastrophique, tout le monde attend les chiffres de l'inflation jeudi, histoire de savoir si on se contente d'un petit 25 points de base ou si Powell va sortir le bazooka et coupe de 50. Autant vous dire que chaque virgule du CPI va être scruté comme un post de Trump sur Truth Social. En Europe, c'est la BCE qui s'installera sur scène jeudi. Pas de mouvement attendu sur les taux, mais Christine Lagarde qui sera disséquée en mode analyse comportementale et body scan, juste pour voir si un haussement de sourcil veut dire on coupera plus tard. Côté calendrier américain, il y aura le PPI mercredi, le CPI jeudi. Vendredi, ce sera confiance du consommateur de l'Université du Michigan. Tous ces chiffres seront triturés dans tous les sens avant que la Fed rende son verdict dans 11 jours. À l'international, on surveille mercredi les prix à la consommation chinois et les factory orders en Allemagne. Jeudi, ce sera la révision du PIB européen et vendredi, l'inflation allemande et française sortiront. Pour la France, c'est seulement si les administrations sont toujours ouvertes, puisque lundi, il y aura le vote de confiance pour Bayrou, ce qui peut déclencher une vraie crise de la dette tricolore. Et mercredi, le pays risque carrément d'être bloqué par des grèves massives, si on en croit les informations, les grévistes, les syndicats et la police. Sur les matières premières, l'or continue de briller comme un refuge en cas de guerre nucléaire, pendant que le pétrole reste coincé entre OPEP+, les stocks chinois et les tensions géopolitiques. Bref, cette semaine qui vient de se terminer n'était pas simple, mais celle qui arrive, ça sera pire. Voilà, merci d'avoir bloqué 30 minutes de votre week-end pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker, de partager et de commenter. Nous sommes le 6 septembre et on est toujours vivant et on espère tenir au moins jusqu'au 17. Très bon week-end à tous. Bye bye.